Bonsoir à tous, merci d'être parmi nous, merci d'avoir pris un petit peu votre temps. Merci au Théâtre de la Concorde de nous recevoir. C'est vrai que cette soirée intervient dans un week-end qui est un très grand pont, comme on en fait rarement, même parfois si on dit qu'il y a beaucoup de ponts, hein, Frédéric, dans ce pays. Celui-là, en l'occurrence, en était un long. Et peut-être qu'on peut y voir aussi une forme de symbole qui est un pont entre une nuit qui a viré un petit peu dans la terreur, la sidération, l'effroi, et puis un présent que beaucoup d'entre nous, peut-être beaucoup aussi d'entre vous, ont tenté de rendre de nouveau habitable. Et dans ce pont, dans cette reconstruction, il y a des moments importants, évidemment des moments de mémoire, c'est ce dont on va parler ce soir, mais également des moments de justice, de réparation, de poser un petit peu les choses. Et en préparant cette soirée, j'ai relu, je vais mettre les lunettes, un des survivants du Bataclan qui était sur une matinale de radio et qui s'exprimait ainsi. Aujourd'hui, c'est un retour en enfer, mais je n'ai pas le droit de me plaindre. Il faut qu'on ait certaines réponses. On ne les aura pas des terroristes, on les aura certainement de l'enquête. Mais plus important dans ce qu'il nous dit après, puis il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées après, qui étaient là-bas aussi. Je le fais aussi pour eux. Ce procès est surtout un moyen d'avancer. Ça fait 6 ans qu'on est là-dedans, aujourd'hui 10 ans. Il faut trouver tous les moyens pour qu'on puisse reprendre une vie sereine. Ces mots prononcés donc au matin d'un procès qui a duré 8 mois, presque 10 même, sont ceux de Bruno Poncet. Bruno, qu'on est très très heureux de compter parmi nous. On a rajouté ton nom un petit peu à la dernière minute parce que ce n'était pas totalement prévu. Mais comme Anthony est là et que vous avez une histoire tous les deux assez passionnante, c'était important que tu puisses être également parmi nous. Et quand j'ai eu la chance de t'avoir au téléphone, on a préparé ce moment et j'ai retrouvé dans tes expressions cette formule qui illustre plus qu'un parcours de vie, presque une philosophie, mais elle devait déjà préexister au Bataclan et quelque chose que tu as beaucoup mis en application. Tu m'as souvent dit « je le fais pour les autres ». Et peut-être ici ce soir, tu le fais aussi pour ça. Et comme tu l'as longtemps fait dans ton engagement syndical à la SNCF, et aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait quelques jeunes qui étaient parmi nous dans la salle, quand tu vas dans les écoles à la rencontre des nouvelles générations. Au moment du procès, il y a un livre qui est sorti, un livre extrêmement touchant, que vous avez peut-être lu, qui a pour titre « La joie comme vengeance ». Et ce livre, tu l'as écrit avec Anthony Verdeau-Belaval, qui est d'origine journalistique, hein, Anthony. Tu es... Voilà, je dis tu parce qu'on a fini par se tutoyer. Tu étais ce soir au Bataclan, cette soirée du Bataclan. J'étais à la rédaction de Paris Match à ce moment-là. Et évidemment, toute la rédaction a été sur le pont pour... pas qu'au Bataclan, hein, parce que c'est le 13 novembre, c'est le Bataclan, mais c'est aussi les terrasses, c'est le Stade de France. Donc on a tous été éparpillés dans Paris pour faire... un numéro spécial à l'époque, et ensuite... Bon. Et c'est à ce moment que tu as rencontré Bruno, et qui aura débouché à la fois sur un livre, et j'ai l'impression aussi sur une amitié sincère et durable entre tous les deux. On aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est ce soir, c'est avec ton ancienne casquette quand même de journaliste que ça va m'intéresser, le regard que tu peux porter à la fois sur ce que Frédéric va nous présenter dans un instant, ce que tous nos intervenants vont pouvoir raconter, mais également aussi le regard que tu as pu porter à la fois par la proximité que tu as eue avec... Il n'y avait pas que Bruno, tu as aussi été amené à rencontrer d'autres, je ne sais pas comment on les qualifie, victimes, rescapés, survivants. Il y a plusieurs... Survivants, c'est pas mal. Hein. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, avec la Fondation Jean Jaurès et le Théâtre de la Concorde, 10 ans après le 13 novembre, on a souhaité vous réunir pour voir où nous en étions sur ce fameux pont que j'évoquais tout à l'heure, de la reconstruction, de la réparation. Est-ce que notre mémoire aussi, notre mémoire collective aussi, entre la commémoration et l'oubli, et on peut d'ores et déjà esquisser un début de réponse qui est non pas vraiment. C'est ce qu'on va voir avec vous, Frédéric, dans un instant. Frédéric Dabi, vous êtes le directeur général de l'IFOP. C'est moi qui vais le dire, l'un des meilleurs analystes de la société française, et que nous avons donc beaucoup de chance de vous compter parmi nous. Vous nous livrerez les résultats et les enseignements d'une grande enquête qu'on a réalisée pour la Fondation, en partenariat avec le Théâtre de la Concorde, également la Bellevilloise, où on a souhaité mesurer à la fois auprès de l'ensemble des Français, c'était ça l'originalité aussi de cette enquête, mais également auprès des Parisiens, finalement, quelle était l'empreinte, quel était le souvenir, la nature de ce souvenir qui pouvait exister aujourd'hui. On a forcément aussi besoin de sociologie, de sciences humaines, de sciences sociales, pour aussi nous éclairer, en plus des informations que nous livrera Frédéric. On a la chance d'avoir parmi nous Sandra Wabian,
Alors, je vais commencer à dire que vous êtes docteur en sociologie parce que je pense que ça va être un point important dans ce que vous allez nous raconter tout à l'heure. Et vous êtes également, bien sûr, directrice générale du CREDOC, qui est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Et avec un groupe de chercheurs, vous venez de publier, c'était le 29 octobre de mémoire, un ouvrage, un document, j'ai plutôt envie de dire un grand document, comme il y a des grands documentaires à la télévision, un grand document écrit aux éditions Flammarion, qui s'intitule tout simplement « Faire face, les Français et les attentats du 13 novembre 2015 ». C'est un recueil, nous en parlerons tout à l'heure, qui s'appuie sur les travaux du programme 13 novembre, qui est une série d'études qui ont été conduites durant plusieurs années, et c'est cette perspective du temps long qui va aussi nous éclairer et nous donner un petit peu de plus de consistance. Les attentats du 13 novembre ont frappé les lieux de la fête, de la convivialité, des lieux de joie collective, du Bataclan au Stade de France, jusqu'aux terrasses de café, comme la Belle Équipe. On est peut-être un certain nombre à continuer de fréquenter ce lieu très symbolique. Comment ces lieux ont surmonté le 13 novembre? Comment ils se sont réinventés? Ils allaient en plus prendre de plein fouet, 5 ans plus tard, le Covid et les confinements, puisqu'il y en a eu plusieurs. On en reparlera aussi durant cette soirée avec Renaud Barrière. Renaud, vous êtes directeur associé de la Bellevilloise, parmi plein de lieux que vous gérez, qui est un lieu historique de Paris, auquel vous avez redonné vie avec 2 compagnons de route en 2005. Et c'était quand même ça qui était symboliquement aussi atteint, meurtri durant cette soirée du 13 novembre. Il serait intéressant de revenir dessus, de voir aujourd'hui comment les choses se passent. Voilà, merci beaucoup à chacune et chacun d'entre vous de nous avoir rejoints. 10 ans après, dans quelle mémoire les Français et les Parisiens gardent-ils des attentats de cette soirée terrible? Est-ce que cette mémoire a-t-elle fait durablement changer leur mode de vie, leurs habitudes? Frédéric, vous avez des réponses à nous partager. Merci, cher Fabrice. Bonsoir à tous et tous. Je suis très heureux d'être parmi vous, malgré le samedi, malgré ce pont de 4 jours. Effectivement, je vais vous présenter, à quelques jours des commémorations des 10 ans des attentats de Paris, des terrasses de Saint-Denis et du Bataclan, les principaux renseignements de cette enquête relative donc, au regard des Français sur les attentats. Merci à la personne qui va passer les diapositives. J'ai pas de Pavlov, comme on dit en Russie, et je vous dirai diapositive suivante de manière artisanale. On avait, voilà, c'est le titre, c'est parfait. Donc une enquête qui poursuivait, vous l'avez dit Fabrice, 3 objectifs. Quelle place, 10 ans après, dans la mémoire collective, hexagonale et parisienne de ces attentats? Quel regard? Quelle restitution? Comment on vit ces événements 10 ans après le 13 novembre? Et puis quel impact de cet événement sur la vie des Français et sur les Parisiens? Vous l'avez dit, quand on regarde, diapositive suivante s'il vous plaît, le protocole méthodologique, on a choisi avec la Fondation Jean Jaurès et le Théâtre Concorde une logique de regard croisé. On ne s'est pas contenté d'interroger l'ensemble des Français, mais on a travaillé sur 2 cibles, pardon pour ce mot, l'ensemble des Français, un échantillon de 1000 personnes représentatif de la population française, une mini-France qui a été constituée, puis un échantillon de la population parisienne, un mini-Paris représentatif en termes de poids d'arrondissement, en termes de sexe, d'âge et de profession. Et donc l'idée, quand on est sur une logique de regard croisé, on en fait beaucoup, jeunes, moins jeunes, salariés, dirigeants, etc. Là, c'est ensemble des Français parisiens, parisiens, c'est de voir les points de convergence ou au contraire, les éléments de différence des points de vue sur ces attentats qui sont des attentats parisiens, même si bien sûr le Stade de France se trouve sur la commune de Saint-Denis. Donc on va regarder la première partie, c'était la place. Quelle place du 13 novembre dans la mémoire, merci, diapositive suivante, dans les mémoires collectives, et sans surprise, on va voir à quel point la place est centrale. Quand dans les enquêtes qualitatives, vous savez, il y a des sondages où on répond à des questions fermées, et il y a des enquêtes qualitatives, moi à titre personnel, c'est ce que je préfère, quand on écoute, quand on recueille le discours spontané des Français, et c'est vrai que quand on demande dans des réunions de groupe à des groupes de Français, qu'est-ce qui s'est passé pour vous en France depuis une quinzaine d'années, le mot qui sort le plus, c'est le mot choc. Il y a eu le choc du Covid, le choc des gilets jaunes, le choc de la réforme des retraites, je dis ça dans le désordre, le choc donc des confinements, le choc de la réforme des retraites, le choc de la dissolution, le choc ultime. Mais le premier choc, celui qui est cité le plus fortement, c'est le choc des attentats de 2015, qui a tout éclipsé en termes de mémoire terroriste. J'avais eu l'honneur, et j'avais été très ému, en février 2022, de monter sur la scène du Bataclan pour présenter une étude qu'on avait faite avec l'IFOP pour le CRIF sur les 10 ans des attentats de Montauban et de Toulouse, ceux commis par Mohamed Merah, et c'était intéressant de voir à quel point, 10 ans après, ces attentats avaient été, je ne dirais pas oubliés, mais éclipsés
par ce qui s'est passé en 2015, Charlie, Clarissa Jean-Philippe et l'hypercacher, et surtout les attentats du 13 novembre, qui sont constamment réactivés. Après le 7 octobre 2023, ce souvenir est réactivé quand on avait travaillé sur comment les Français avaient accueilli cet événement, qui s'était passé loin, à quelques 5000 km. Et ben les Français nous avaient dit, ça a réactivé le Bataclan. La rêve partie, c'était tout simplement un Bataclan à ciel ouvert. Ça méritait une introduction. C'est ce qui explique, quand on interroge les Français sur la première question, le souvenir personnel de la soirée du 13 novembre, avec une question très simple. Est-ce qu'on se souvient, voilà, merci, diapositive suivante, voilà. Est-ce qu'on se souvient de ce qu'on faisait ce soir-là? On pourra vous demander peut-être si vous en souvenez tous. Clairement, on a un score de souvenirs qui est réel, mais vous le voyez, un décalage entre les Parisiens, qui sont une majorité à se souvenir précisément ce qu'ils faisaient le soir du 13 novembre, et l'ensemble des Français, on est quand même à 42%. La différence, c'est sur ceux qui ne se souviennent pas du tout, puisqu'on a presque 40 points chez les Français, 20 points, donc deux fois moins du côté des Parisiens. Ce qui est intéressant dans une question, pardon pour ma voix un peu éraillée, pour ce type de question, c'est regarder ce qu'on appelle les ventilations. Il y a le résultat global, mais que nous disent les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, en fonction de toute une série de catégories. Diapositive suivante. Quand on regarde la manière dont les choses se distribuent, on voit que les 25-34, aussi bien l'ensemble des Français que les Parisiens, sont les plus nombreux à se souvenir de ce qu'ils faisaient. Avec les 50-64 ans, une génération qui est relativement fragilisée aujourd'hui, les 25-34 ans, ils avaient tout simplement entre 15 et 25 ans. En 2015, ils se sont pris, si je puis dire, après les confinements. C'est une génération relativement fragile. On voit que le souvenir précis de ce qu'on faisait est indexé sur le niveau de diplôme, et vous le voyez, pas trop de différence en fonction de l'appartenance politique ou du vote, un peu plus dans l'électorat Zemmour, un peu plus dans l'électorat Mélenchon-Macron, mais ce qui est très intéressant, vous avez une carte de Paris en bas à droite, avec en gris, je dirais, un peu clair, les arrondissements qui n'étaient pas concernés par les attentats, et vous le voyez en rouge, les arrondissements du 11e, 12e, un bout du 10e, qui eux sont, les habitants de ces arrondissements, vivent encore l'empreinte, je reprends votre terme Fabrice, ils sont 2/3 à se souvenir précisément de quoi ils faisaient, de ce qu'ils faisaient, le 13 novembre 2015. Alors, il y a une mémoire de ce qu'on faisait ce soir-là, vous allez le voir, il y a également, diapositive suivante s'il vous plaît, une mémoire des lieux de l'attentat, avec là aussi une différence sans surprise, c'est lié au facteur géographique entre l'ensemble des Français et les Parisiens. Est-ce qu'il arrive de fréquenter ou de passer près des lieux, souvent en repensant au 13 novembre, on voit très bien, à un niveau non négligeable, on a presque un Parisien sur deux, un peu moins, 46%, qui pense, quand il passe devant le Bataclan, à ce qui s'est passé le 13 novembre. 40%. C'est des minorités, mais on n'est pas sur une logique électorale et on va s'intéresser à ce qui dépasse 50%. 40% des Parisiens, dans un sondage qui n'est pas la réalité, mais une perception du réel, ça fait beaucoup de monde qui, quand ils passent devant les terrasses des cafés du 10e, 11e arrondissement, se souviennent du 13 novembre. Idem pour le Stade de France, 25%. On voit à quel point, je reprends votre terme d'empreinte, les attentats sont insérés, sont enquistés dans la mémoire parisienne. On peut passer plus vite sur la diapositive suivante, mais regardez là également, quand on a des arrondissements touchés par les attentats, là on a quasiment 2/3 des gens, mais ils habitent là, donc il leur arrive de passer devant le Petit Cambodge, devant le Carillon, la Belle Équipe, ou c'est la Bonne Bière ou la Belle Bière? La Bonne Bière. La Bonne Bière, merci. On se souvient, même chose quand on habite près de ces arrondissements, dans le sud de Paris, on est à 54%, et là aussi, sans surprise, les 25-34 ans de Paris, les 50-64 ans, c'est-à-dire des catégories charnières qui sont en souffrance, qui ont mal vécu, notamment pour les plus jeunes, le Covid, les différents confinements. On va aussi fêter ou commémorer dans quelques semaines les 6 ans du confinement qui a pris la France par surprise. On a clairement des différences selon ces catégories-là. Voilà. Pas la peine de passer cette diapositive suivante, c'est la même chose selon quand on passe devant les terrasses des cafés, on a exactement la même logique avec plus de réponses quand on habite un arrondissement touché par les attentats. Alors, merci, diapositive suivante. Merci, voilà.
Après, voilà, c'était la même logique. Oui, l'importance, plus généralement, accordée à la commémoration des attentats. Vous le voyez cette fois-ci, pas de différence selon nos deux catégories. Est-ce que c'est important ou pas de commémorer les attentats? Il y a un consensus général avec des scores absolument massifs, hein, pas de différence sur l'intensité des réponses. 88% des Parisiens, 82% pour l'ensemble des Français. Ceux qui disent que c'est très important, on a quasiment le même chiffre, à 2 points près. Ceux qui sont dans une logique d'indifférence, ça ne m'intéresse pas, c'est pas du tout important. Il y a quasiment personne et c'est en lien complètement avec une étude que l'IFOP a publié avec Paris Match et avec la Fondation Napoléon sur les commémorations en mai dernier pour le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où clairement on voit que les Français aiment et veulent commémorer. Certains d'entre vous se souviennent de la tentative du président Nicolas Sarkozy en 2008 ou 2009 d'instituer une sorte de Memorial Day, un jour de commémoration unique. Ça avait été complètement rejeté par les Français et ça n'était resté qu'à l'état de projet. Quand on regarde le profil de ceux qui considèrent qu'il est très important de commémorer les attentats, je passe vite, diapositive suivante, sur le fait que là aussi, pas de différence, qu'on vit dans un arrondissement touché par les attentats, qu'on soit un homme, une femme, une personne âgée ou une personne jeune. Il y a un peu plus d'intérêt, de légitimité à commémorer chez les personnes diplômées du supérieur, aussi bien à Paris qu'auprès de l'ensemble des Français. Pas de différence politique également. Alors, deuxième partie, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous me dites si je fais trop long, mais j'espère... Merci, ça va bien se passer, comme dit l'autre. Le regard sur les attentats, quel souvenir, quelle représentation, comment voit-on, quel souvenir regarde-t-on, quelle perception associe-t-on à ces attentats? Et d'abord, une question très simple, parce que c'est tout simplement de l'émotion. Quel sentiment dominant 10 ans après les attentats? Quels sont les mots? Les Français, comme les Parisiens, avaient 2 réponses possibles. Et ce qui est très intéressant, vous avez du côté de l'ensemble des Français une ligne, un petit peu grisée. Il y avait une enquête de mes confrères de Doxa en 2016. C'est intéressant de voir 9 ans après, comment l'ensemble des Français ressent ces attentats. Depuis 2016, il y a eu Nice et Saint-Étienne-du-Rouvray, il y a eu toute une série d'attentats. Il y a une menace terroriste qui est extrêmement présente chez les Français. Depuis le 11 septembre 2001, l'IFOP a créé un indicateur de la menace terroriste. C'est simple, il est toujours très très haut. En termes d'intensité, ça peut remonter après un attentat, mais on est toujours à des scores qui dépassent 70%. Et là, vous le voyez, il y a 2 sentiments qui dominent chez l'ensemble des Français. C'est d'abord la colère, 47%, même si c'était 57% en 2016. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de reflux, le temps qui fait peut-être son œuvre. La colère est faiblement présente chez les Parisiens, à peine 39%, alors que c'est bien sûr la population qui a été le plus fortement touchée. Et chez les Parisiens, il y a une sorte de chagrin. Le sentiment majoritaire, c'est le seul sentiment majoritaire, c'est le fait d'avoir de la peine. C'est le premier sentiment exprimé à Paris, avec également la solidarité. On se souvient de ces moments où, au moment des attentats, les Parisiens avaient invité chez eux des gens qui cherchaient à fuir les lieux d'attentats, qui avaient quitté des terrasses, et cette solidarité reste présente. Quand même une évolution minoritaire, mais qui est forte. Du côté de l'ensemble des Français, le fait d'avoir peur, la peur, c'est 23%. C'est 10 points de plus par rapport à 2016. Donc on a une palette de sentiments variés, avec une sorte de colère et de peine chez l'ensemble des Français et chez les Parisiens qui ont été touchés de plein fouet. C'est d'abord, 10 ans après, une sorte de peine, de chagrin. Quand on regarde qui répond la solidarité, on va passer vite parce qu'il n'y a pas de différence. C'est un sentiment partagé partout. En revanche, il y a des différences sur la colère. La colère, elle est d'abord masculine plus que féminine. Elle croît avec l'âge. Il y a 30 points d'écart entre les plus jeunes et les plus âgés à éprouver de la colère. Elle est indexée sur le positionnement idéologique. 30% seulement de personnes qui se situent à gauche ou au centre-gauche éprouvent de la colère. 79 à l'extrême droite, 65 à la droite. Il y a vraiment un écart fort. Et c'est les électeurs présidentiels plutôt de droite, Pécresse, Le Pen, Zemmour, voire de droite extrême, qui ressentent le plus cette colère. Alors, auprès des personnes touchées par les attentats, la colère est citée, mais à 44%. C'est un peu plus que la moyenne, mais on n'est pas, vous connaissiez le livre de Simon Wiesenthal, Justice n'est pas vengeance. On sent qu'il n'y a pas de vengeance, on sent que c'est de la colère, mais elle est relativement contenue. On aurait pu imaginer un sentiment
colérique, incandescent et très fort du côté de cette zone-là. Alors, maintenant, la perception. La perception générale de l'attentat du 13 novembre 2015, quel sentiment, plutôt quelle représentation exprime-t-on? On a d'abord l'idée que c'était une guerre. C'était un mot qui avait été utilisé par François Hollande, il avait dit c'est une horreur, il avait parlé d'acte de guerre. On est sur la représentation majeure, 83% chez l'ensemble des Français, quasiment le même chiffre comparé à 2016 où on était à 85%. Chez les Parisiens, c'est très fort également et surtout, il y a chez les Parisiens l'idée que c'est un événement qui a touché personnellement, qui a touché dans sa chair. 78% des Parisiens considèrent que c'est un événement dont on se souviendra toute sa vie, en sachant précisément, c'est encore l'item précédent, où on était et ce qu'on faisait à ce moment-là. C'est la première perception chez les Parisiens. Il y a on pourra en parler, mais une sorte de logique, je dirais pas sentimentale, mais extrêmement émotionnelle. 10 ans après, c'est toujours incandescent, c'est toujours à vif. Et puis, est-ce qu'il y a un avant et un après 13 novembre? À titre personnel, moi, c'est oui, bien sûr, surtout après Charlie Hebdo. Mais on a 60% des Parisiens et des Français, pas de différence, qui considèrent que c'est un événement qui changera pour toujours leur manière de percevoir la vie et les choses. Alors, c'est la frustration, c'est un sondage. Qu'est-ce que ça veut dire, percevoir la vie et les choses? Il eût été intéressant de poser peut-être une question ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Mais on voit très bien que c'est un événement absolument traumatique à l'échelle nationale. Et c'est un attentat aussi d'une ville qui a touché la ville de Paris. Alors ceux qui considèrent que c'est un acte de guerre, on passera vite parce qu'il n'y a pas de différence selon les catégories. Un peu plus les personnes âgées, un peu plus ces personnes qui ont été touchées par les attentats dans leur arrondissement. Troisième partie, pour un peu conclusive, l'impact des attentats aujourd'hui sur la vie des Français et sur la vie des Parisiens. D'abord, l'impact des attentats sur ses habitudes de vie quotidienne. Et est-ce que ça a changé ses habitudes? La réponse est non. Et c'est le reflet d'une forme de résilience, même si ce terme est peut-être un petit peu galvaudé, puisqu'on a quasiment 3/4 des Français, également presque 3/4, 72% des Parisiens. Mais on n'est pas, je le répète, sur une logique à voir seulement ce qui dépasse 50%. On a 1/4 des Français qui considèrent que depuis 2015, ça a changé leur habitude quotidienne. Il n'était que 9% en 2016. On est passé de 9% en 2016 à 1/4 aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu d'autres choses. Je disais, depuis les attentats du 13 novembre, parfois on parle de terrorisme low cost, des coups de couteau, pas très loin d'ici, du côté de la rue du 4 septembre, pas très loin d'ici, du côté du métro Bir Hakeim, sous le pont Bir Hakeim, je crois. Il y a toujours des choses. Il y a eu Trèbes, il y a eu toute une série d'attentats. Le commandant, le colonel Jugelet, quelques jours avant la présidentielle de 2017. Et on voit que même si on n'a que 5% des Français qui déclarent que ça change tout à fait leurs habitudes, 5% des Français, si je me réfère au corps électoral, dans une logique d'extrapolation, ça fait 2 à 3 millions de personnes. Ça fait beaucoup de monde qui ne vit pas de la même manière depuis les attentats de 2015. Alors, quand on regarde les catégories, sans surprise, une fois de plus, les 25-34 ans se distinguent, puisque ça monte à 39% du côté des Parisiens, 31% du côté de l'ensemble des Français. Pas de différence sur les autres catégories, un peu plus dans les électorats de droite extrême. Et là aussi, par contre, je trouve, est-ce que c'est une forme de résilience? Est-ce que c'est, comme disent les enfants, même pas mal? Du côté des habitants des arrondissements touchés par les attentats, on est même en dessous de la moyenne de Paris. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer, j'habite à côté du Petit Cambodge, à côté de la Belle Équipe, je vis avenue de la République, je vais peut-être changer dans des moments de stress mes habitudes. Et la réponse est non, encore moins que l'ensemble des Parisiens. Dans ce contexte, et c'est la dernière question pour rendre hommage à mon ami Jérémy Pelletier, qui avait écrit un livre qui s'appelle « La fête est finie », si je ne me trompe pas, est-ce que, dans ce contexte particulier, la fête est-elle finie? Est-ce qu'on a le sentiment que Paris est moins festif qu'avant depuis 2015? Et là aussi, la réponse est majoritairement non. On est sur 63% des Français qui considèrent que Paris est autant festif qu'auparavant. C'est un peu moins du côté des Parisiens, mais c'est majoritaire. Mais là aussi, on voit l'empreinte et la trace de ces attentats, puisque 31% des Parisiens
considèrent que depuis 2015, la ville de Paris est moins festive qu'auparavant. Alors, il y a aussi une certaine temporalité. L'enquête eût été faite en septembre 2024, après ces formidables Jeux Olympiques. On n'aurait peut-être pas eu le même chiffre, mais ça sera intéressant de le suivre dans le futur. Est-ce que c'est une perte de légèreté? Est-ce que c'est comme des enquêtes qualitatives qu'on a pu faire à l'IFOP? Il y a le mot insouciance qui ressort. On a perdu notre insouciance. Et là aussi, au risque de me répéter, du côté des catégories générationnelles intermédiaires, celles qui aiment faire la fête, 25-34 ans, 35-49 ans, on est plus nombreux que la moyenne à dire que Paris est moins festif. Également, du côté des arrondissements touchés par des attentats, qui sont des arrondissements festifs, 10, 11, peut-être un peu moins le 12e, on est sur des lieux de fête et on est aussi à 36% à considérer que la ville est moins festive qu'avant les attentats. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de cette enquête. Ce n'est qu'une enquête, ça donne des premiers éléments. On voit à quel point ces attentats du 13 novembre ont été, comme je vous le disais, le premier choc pour les Français sur l'histoire du pays, qui s'inscrit dans une sorte de mémoire collective hexagonale et parisienne, un peu comme le 11 septembre, on se souvenait beaucoup de ce qu'on faisait le 11 septembre 2001. Il ne faut pas oublier de commémorer. Il y a vraiment un consensus très fort de la part des Français et des Parisiens. Il y a cette peine du côté de Paris, il y a peut-être cette colère du côté de l'ensemble des Français face à un acte de guerre dont on se souvient de manière massive. Et le changement d'habitude sont minoritaires, mais ont existé, ce qui fait dire, et ça rend utile notre rencontre de ce soir, que l'avant-après 13 novembre reste réel pour les Français et encore plus pour les Parisiens. Je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric. J'ai dire tout à l'heure, on aura une grande séquence d'échanges avec vous qui êtes dans la salle et vous pourrez évidemment poser des questions complémentaires à tout le monde. Sachant que ce sondage sera, vous l'avez eu en avant-première, cette enquête sera publiée et mise dans le débat public lundi sur l'ensemble du site et avec beaucoup de reprises médias qui vont animer un petit peu la semaine particulière de la semaine prochaine. Bruno, j'ai envie d'avoir ta réaction avant de rentrer un petit peu plus dans la conversation qu'on peut avoir avec toi. C'est comment tu lis ces chiffres, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qu'il te procure? Est-ce que tu te retrouves en partie dedans? Oui, effectivement, je trouve que ces chiffres sont... Oui, ça marche. Ouais, en fait, ces chiffres sont un peu rassurants, en fait. De se dire que malgré les 10 années, malgré tout ce qui s'est passé ces 10 dernières années, entre tous ces attentats, entre toutes les crises qu'on a vécues, entre toutes ces grèves, entre toutes ces guerres, entre toutes ces informations qui chassent une autre information, c'est rassurant de se dire que en fait, les gens n'ont pas oublié, que les gens trouvent normal, voire même obligatoire de commémorer. Et je crois que... Alors, je ne peux pas parler au nom de toutes les victimes, mais je pense que les victimes sont rassurés en fait, que les gens ne les aient pas oubliés et qu'ils n'aient pas oublié ce qui s'est passé, parce qu'en fait, on voit bien que souvent le temps altère tout, et que là, sur ce coup-là, en tout cas, 10 ans plus tard, les choses sont toujours assez vives dans la mémoire des gens. On le voit en ce moment dans la série qui est diffusée sur France Télévisions, Des Vivants. On voit émerger, alors là, les premiers épisodes sont au début de l'après, cette crainte quelque part à la fois de ne pas être compris, d'être oublié quelque part par un collectif qui dépasse simplement les personnes qui ont eu le malheur de traverser cet épisode. Est-ce que c'est quelque chose qui reste durable, cette crainte de l'oubli, d'une forme d'effacement, non pas de leur mémoire à eux, parce que c'est strictement impossible, c'est dans leur chair, mais une espèce de dilution de la mémoire collective, justement? Moi, je pense que c'est peut-être même rassurant qu'en fait, les choses soient moins vives et peut-être moins marquées chez le grand public, en fait. Après, il y a un sujet, c'est que moi, le premier, quand j'ai raconté ça, alors, à certaines personnes, j'ai pu raconter les choses, et au début du livre, avec Anthony, on a vraiment mis les choses dessus. J'ai raconté exactement ce que j'ai vécu, avec les mots, avec mes... C'est très criant. Je pense que les gens ont vu des images quand ils ont lu le livre. Mais en fait, je crois que nous, dans notre discours, habituellement, on a toujours altéré un peu ce qu'on a vécu. Et en fait... la plupart des gens, un attentat, ils sont habitués à la violence via les médias, via les films, les séries. Et en fait, ils se disent, bon, un attentat, oui, effectivement, c'est grave, mais la violence, ils sont un peu habitués à ça. Donc, en fait, ils n'ont peut-être pas cette image-là. Sauf qu'en fait, nous, ce qu'on a vécu et ce qu'on a vu, et malheureusement, ce qu'on a dû subir pour sortir de ça,
fait qu'à un moment donné, si on le raconte pas avec les mots, avec les vrais termes, je pense que oui, effectivement, on participe aussi à cet effacement-là. Et moi, le premier, moi, proche, j'ai essayé d'éviter de leur dire exactement tout ce que j'ai vécu. Certains ont appris ce que j'ai vécu quand ils ont lu le livre, mais en fait, on veut pas faire peur. Moi, j'ai vu le regard des gens. C'est-à-dire que quand tu racontes ce que tu as vécu, au début, les gens, ils sont surpris. À un moment donné, il y a de la pitié vis-à-vis de toi, et après, il y a de la peur. Parce que quand tu commences à rentrer dans les détails, ils ont peur. Parce qu'ils voient des images, et d'un seul coup, ils voient des choses, et ils se disent, voilà. Et en fait, c'est ça. Et moi, je voulais plus voir ça. Je voulais plus voir cette peur. Alors, ni cette pitié, moins la pitié, mais surtout pas voir cette peur. Et en fait, c'est pour ça qu'à un moment donné, on altère un peu notre discours, on fait attention à ce qu'on dit pour pas faire peur. Tu dis souvent, on ne se reconstruit jamais tout seul. 10 ans plus tard, comment on se reconstruit ensemble ? Mais déjà, on se reconstruit avec des professionnels. Ça, c'est obligatoire. En fait, moi qui ai cru au début, je voulais pas aller voir de psy, et au bout de 3 semaines, j'ai été en voir un, et je me suis rendu compte qu'en fait, pendant 3 ans, toutes les semaines, je sacralisais ce moment. Donc, on se reconstruit avec des professionnels, et c'est très important. Et je crois qu'on se reconstruit de tout avec des professionnels. C'est-à-dire, moi, j'ai perdu mon père à 8 ans. Si j'avais vu un psy à 8 ans, je pense que ça m'aurait fait du bien. Et peut-être que je serais pas le même homme aujourd'hui, en fait. Peut-être que je serais un homme moins blessé, ou moins impacté par certaines choses. Donc voilà, et on se reconstruit avec ses proches. Parce qu'en fait, la pire des reconstructions, c'est celle qu'on fait en s'isolant. Et pour avoir des amis qui se sont isolés, et le résultat est très compliqué, parce qu'en fait, on a dédié le livre, Anthony et moi, à Guillaume Valette, qui est une victime qui s'est suicidée 3 ans plus tard, parce qu'il n'arrivait pas à s'en sortir, parce qu'il en fait, il était isolé dans sa souffrance, qui était que psychologique, mais qui... Et en fait, il s'est suicidé parce qu'il ne trouvait plus d'accès à la lumière. Et moi, je le dis, je me serais bien fait des trous dans la tête pour avoir le droit à cette lumière, et voilà. Donc en fait, on se reconstruit avec d'autres aussi, parce qu'on a besoin des proches. On leur fait du mal, parce qu'on est dur, qu'on n'est pas accessible permanent. Quand vos proches vous voient ne pas dormir, moi j'ai pas dormi pendant des mois, des semaines, et encore maintenant je dors pas. Un peu de toute façon, chaque année de septembre à décembre, je dors pas bien. Mais c'est normal, en fait, je suis pas le seul. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai vu des amis qui étaient, on a fait un anniversaire, et ils me disent, alors ça va, je dis comme un mois de novembre. Et on s'est tous regardés, je dis ouais, c'est vrai. Et voilà, c'est devenu notre quotidien, et c'est pas grave, parce qu'en fait c'est notre vie, et on est vivant, c'est le principal. Mais oui, on se reconstruit avec les autres, mais malheureusement des fois au détriment aussi des autres. Alors, les terroristes n'ont pas frappé n'importe quoi, ils ont frappé la joie, puisqu'ils ont frappé des lieux de fête, des lieux collectifs, des lieux de rassemblement, ils ont frappé aussi la jeunesse, des quartiers très symboliques, très populaires de l'Est parisien, vous l'évoquiez Frédéric. Pourquoi ce contre-pied ? D'où vient ce titre, La joie comme vengeance, qui est une réponse finalement incroyable. Alors, ce bouquin sort au moment entre la fin et l'après, fameux procès qui a duré presque 10 mois. La joie comme vengeance, c'est incroyable comme titre. Alors c'est un emprunt d'une chanson de Massisteria, qui est un groupe de rock français, qui a fait une chanson qui était en lien certainement avec Charlie Hebdo, et qui expliquait qu'ils avaient choisi la joie comme vengeance, donc de continuer à faire de la musique, à faire des concerts. Et en fait, très rapidement, une fois que parce que j'ai été sidéré pendant longtemps, c'est-à-dire que pendant longtemps, je me sentais pas une victime d'attentat. Ça m'est tombé dessus le 22 mars, quand il y a eu les attentats de Bruxelles, où j'ai revu le nom de Salah Abdeslam retomber, et donc là je me suis dit, voilà, ça va jamais s'arrêter. Et après, en fait, une fois que le cheminement était là, je me suis dit, je vais pas rester dans cette noirceur tout le temps. Donc en fait, il faut aller vers la lumière, et donc en fait, la lumière, et je voulais surtout pas leur donner raison. C'est-à-dire que si j'avais arrêté de vivre comme je vivais avant, alors évidemment que je suis altéré, que ma façon de vivre est altérée, que je ne prends pas les transports avec la même insouciance, que j'aime pas être dans la foule, enfin voilà, il y a plein de choses, en fait c'est pas très grave. Mais par contre, je voulais revenir vers la joie, vers le bonheur. C'est ce qu'on recherche tous. Moi je cherche pas à être riche dans la vie, je cherche pas à être beau, ni intelligent, je cherche à être heureux. Et en fait je me disais, c'est peut-être le seul chemin. Et donc je me suis dit, voilà, alors j'ai essayé par plein de moyens. Alors, grâce à mes proches, à la musique, à plein de choses, j'essaie d'aller vers cette lumière. Ça a été compliqué, ça n'a pas été un chemin facile, mais 10 ans après, je pense que je suis arrivé à revenir vers cette lumière, à avoir repris un chemin normal d'une vie normale, où j'essaye d'aller vers la joie, vers le bonheur, et surtout, en fait, je me dis qu'ils ont perdu, parce que eux, ils sont venus s'attaquer à des lieux de joie, lieux de fête, et en fait, tous ceux que moi je connais, qui étaient là-bas, ont repris
ont repris les sorties, ont repris la vie, ont repris la joie, ont repris la lumière. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ont perdu. Il y a de jeunes, on a la chance d'avoir de jeunes spectateurs dans la salle. Il y a des gens, adolescents. Il y a la mémoire collective et il y a aussi ce qu'on appelle la transmission. Moi, je suis né en 1966, donc dans mon parcours scolaire, la Seconde Guerre mondiale était encore toute proche. Ce qui s'était passé, donc quelque part, elle m'a construit, elle m'a porté. Mais du coup, des événements comme ça, par rapport à une génération qui aujourd'hui qui est à l'école primaire, qui est au collège, qui donc n'a pas forcément vécu ces événements. Je sais que tu vas beaucoup voir des enfants, des jeunes ados dans des écoles. Comment on va assurer ce passage d'une mémoire qui reste encore vive jusqu'à un moment où on va être capable de transmettre et surtout, c'était une des questions qu'on se posait tout à l'heure, qu'on en tire quelque chose, qu'on en tire un enseignement, que ça permette de construire quelque chose. Ça marche. Pourtant, tu es un habitué de la radio. Hein. Ouais, mais le micro, il est fixe. Pardon. Ah, c'est moi aussi. Non, mais je ne suis pas un spécialiste de la radio. Moi. Comme ça, ouais. C'est mieux. Ok. Ouais, en fait, on va finir avec la guitare là. Ouais, je crois. Ouais. En fait, sur les jeunes justement. Voilà, pas rapidement, mais après le procès, j'avais des amis qui eux très rapidement avaient été grâce à l'Association française des victimes de terrorisme, la FVT, qui a un programme éducatif où collège, lycée, ils font des actions avec des classes qui préparent ça en amont. Et nous, après, on arrive à la fin et on vient expliquer ce qu'on a vu. Et donc, ils essayent de mixer. Souvent, moi, je suis avec quelqu'un d'un autre attentat. J'en ai fait quelques-uns avec Amine, qui est une victime de Nice, mais qui est aussi une victime des années noires en Algérie. Donc, un parcours très, très compliqué, mais surtout moi, je pense très évocateur pour plein de jeunes qu'on va voir. Ensuite, donc moi, à la fin du procès, je dis que ça m'intéressait. On m'y a emmené et j'y étais une fois. Et donc, en fait, aujourd'hui, je fais partie d'un programme aussi qui va dans des prisons. Alors moi, je n'ai pas encore été en prison, mais par contre, j'ai été au tribunal plusieurs fois. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de TIG comme on a connu quand on était plus jeune. Ça s'appelle des semaines de la citoyenneté, où des jeunes de 16 à 20 ans, 22 ans des fois, ont fait des bêtises, commencent un peu à basculer dans la délinquance, voire même ont déjà basculé dedans. Et en fait, dans cette semaine-là, ils rencontrent des juges, des policiers, et puis des victimes d'attentats quand ils peuvent. Et en fait, on leur parle. Et moi, ce que je vois à chaque fois quand je parle aux jeunes, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe si c'est des enfants de 3e, de seconde, de première, terminale. J'ai même été dans des lycées à la suite du bouquin. Et en fait, je me rends compte que déjà, à chaque fois, j'ai le droit à des questions que personne ne m'a posées avant. C'est ça qui est assez extraordinaire. Le fait que des jeunes qui avaient 4-5 ans, des fois, au moment des attentats, voire même plus jeunes, et qui, aujourd'hui, me posent des questions très simples. Dernièrement, on m'a demandé si on m'a demandé, par exemple, parce que j'ai dit que je m'étais séparé de ma compagne avec qui j'étais depuis 17 ans, et je leur ai dit que voilà. Mais ils m'ont demandé si je l'aimais encore. C'est des questions très naïves, très, très douces, mais tellement belles. Je me suis dit, oui, mais bien sûr que je l'aime toujours. Et donc, c'était très drôle. Mais ce que je me suis dit, enfin, ces questions-là sont toujours très, très simples et très fraîches, en fait. Mais l'intérêt, c'est que ces jeunes, même s'ils étaient jeunes, ils préparent ça avant. Donc, cette année, plutôt, j'étais à Andernos, et une classe avait fait des panneaux sur les attentats de 2015. Donc, Charlie, l'hypercachère, la jeune policière, plus après tous les attentats qu'il y a eu à Paris. Et en fait, ils avaient fait des panneaux, donc ils étaient un peu au sujet de l'histoire. Et là-bas, j'y étais avec une maman qui avait perdu son fils dans un attentat en Afrique, dans une réserve animalière. Et donc, en fait, les petits vous posent des questions et ils connaissent un peu le sujet, donc les questions sont très précises. Ils ne sont pas dans le sensationnalisme, ils sont vraiment dans les choses... Et pour nous, c'est important d'y aller parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, quand j'étais jeune, j'ai rencontré quelqu'un qui était un survivant de la Shoah. Et ça m'avait énormément marqué. Et je pense que ces jeunes, on les marque. D'ailleurs, la dernière fois, je suis parti très vite. J'avais un train, c'était à Grasse, un vendredi après-midi. Le dernier train, c'était 17h30 au départ de Cannes pour Paris. Donc, je me suis vite parti après. Et donc, la personne qui gère ça est restée pour parler des jeunes. Les jeunes étaient très marqués. Pourtant, en face de moi, j'avais des gamins très durs, dont un qui avait fait des choses très, très dures. Et en fait, ils étaient marqués. Déjà, ils étaient heureux, peut-être, voire même surpris que je vienne de Paris pour les voir. Mais pourquoi vous êtes venu de Paris ? Je dis parce que c'est important de venir vous voir, parce qu'il faut parler avec tout le monde. Et je trouve que cette transmission est importante. Par contre, et moi je pense qu'on a un vrai sujet aujourd'hui, et comme tout à l'heure vous parliez aussi un petit peu de ce qui est en fait aujourd'hui l'État, 10 ans après, qu'est-ce qu'il fait ? En tout cas, il n'en fait pas assez.
Parce que je pense que chaque école, peut-être en troisième, en seconde, chaque enfant devrait avoir accès à une victime d'attentat. Et on est nombreux dans les classes, il peut y en avoir encore d'autres. Ils devraient avoir accès, et pour raconter ça, pour éviter que ça se reproduise, c'est le premier. Moi, j'y vais aussi pour ça. J'y vais surtout pour ça, parce que je me dis, parce que ceux qui nous ont tiré dessus dans le Bataclan, ils étaient nés en France, ils avaient grandi en France, ils avaient passé des études en France, il y en avait un qui avait un bac, il y en a un qui était conducteur de bus à la RATP, donc c'était des gens qui avaient une vie normale de Français, comme nous tous. Pourquoi ils ont basculé là-dedans? Et donc c'est important d'aller voir les jeunes pour leur dire ça. Et quand on va voir des jeunes délinquants, on leur explique ce qu'on fait, et les jeunes délinquants nous regardent, et d'un seul coup, ils se disent « Ah ouais, en fait, la violence, derrière, voilà ce que la violence peut induire sur la vie des autres. » Et on ne peut que féliciter le papa qui a amené ses enfants. Ouais, je suppose que ce sont ses enfants qui sont présents dans la salle. Anthony, tu étais journaliste le soir du 13 novembre 2015. Tu étais reporter à Paris Match. Tu étais de permanence, tu m'as expliqué. Et tu as très vite rencontré Bruno et d'autres survivants. C'est comme ça que tu veux qu'on les appelle, d'autres survivants de cette terrible soirée. Et tu as finalement constaté des situations, des cas, des réactions, des profils totalement différents, très hétérogènes. Mais le soir même, en arrivant sur place, oui, celui qui m'a le plus marqué, d'ailleurs tu t'en souviens, c'est Louis. Il avait 4 ans à l'époque du Bataclan. Il était au Bataclan avec toute sa famille. Toute sa famille est morte, sauf lui. Et... En fait, l'histoire, c'est qu'ils étaient 2 rangées devant, excusez-moi. En fait, ils étaient 2 rangées devant nous quand nous, on était à l'étage. Et il était avec sa grand-mère devant nous, et moi, j'étais avec un enfant de 10 ans. J'étais avec mon ami, son fils de 10 ans. Et le petit qui était avec nous dit « Ah tiens, je ne suis pas le plus jeune dans la salle ». Et le petit était devant nous, 2 rangées. Et en fait, quand la maman est arrivée, elle sortait du travail, quand elle est arrivée, ils sont partis en bas. Et aujourd'hui, le petit est devenu orphelin de mère et de grand-mère. Il avait déjà perdu son père, donc aujourd'hui, il est pupille de la nation. Et quand on le retrouve 6 ans plus tard au procès, je crois que oui, c'est l'histoire qui m'a vraiment le plus marqué. C'est oui, en arrivant, il y avait tout un tas de monde, il y avait des jeunes, des moins jeunes, mais en fait, surtout, moi, ce que je voulais vraiment, c'était, oui, on racontait les attentats, mais ce que j'ai très très vite cherché, c'est juste, il parlait d'obscurité, de lumière, c'est raconter des histoires qui étaient un peu différentes. Enfin, d'ailleurs, Paris Match, c'est quand même un peu l'essence de ce magazine. Donc, je voulais pas forcément raconter les attentats. Il y a des gens qui sont bien plus doués que moi pour ça. Ce que je cherchais, c'était l'histoire qui va sortir un peu de cette obscurité qu'il y avait sur parce que on se souvient du 13, mais on se souvient encore plus du 14 au matin. Cette espèce de gueule de bois absolue où Paris était vide, silencieux comme jamais. Sous état d'urgence. Oui, personne n'osait parler. C'était très je m'en souviens encore. Et c'est vrai que je sais pas, 2 jours après, je crois 48 heures après, il y a ce que raconte pas Bruno, c'est que Bruno est avec une dame qui s'appelle Edith, qui l'a clairement sauvée, même s'il déteste qu'on dise ça, donc je vais pas dire ça, mais en tout cas, voilà, sans lui, elle ne serait peut-être plus de ce monde. Et son époux va écrire un long message sur Facebook en disant voilà, qu'il recherche un certain Bruno et qu'il aimerait le remercier d'avoir sauvé son épouse. Je vois tourner ça et en fait, je m'aperçois que la Edith en question, je la connais. Donc là, je me dis, déjà, on va essayer de passer par la personne, l'ami en commun. Et donc c'est de là où je rencontre Bruno, et où en fait, eux étaient sursollicités. Les médias du monde entier voulaient impérativement parler donc à ce Bruno qui aurait sauvé au Bataclan une personne qu'ils ne connaissaient pas, bref, etc., etc. Et par le destin, c'est à moi qui vont donner cette interview-là en premier. Et on va faire ce sublime sujet, c'est vrai, dans Paris Match, où on montre justement que, à travers l'horreur, il peut parfois y avoir des histoires un peu qui redonnent un peu d'espoir, un peu de bonheur en tout cas. Et c'est de là que s'est créée notre amitié. Parce qu'après, plus jamais on s'est quittés. C'est des rencontres tellement marquantes qu'on peut pas les oublier. Je connais le Bruno depuis jeudi, je pense que c'est pas très long avant de tomber de ça, c'est amitié avec lui. On tombe très très vite en amitié avec lui, mais voilà, je pense qu'après, quand on traverse ça, quand on a des gens qui à cœur ouvert nous racontent leur histoire, et là c'était à chaud, c'était vraiment 2 jours après, c'est-à-dire qu'on avait un Bruno qui était en sidération totale, maintenant qu'on a plus développé ce propos, il était en sidération, et à côté on avait une Edith qui était
elle, pour le coup, ravagée. Qui d'ailleurs s'en est pas du tout remis comme Bruno, d'ailleurs, au passage. Mais Alors, oui. l'idée de ce livre, ce fameux livre de 2022, La joie comme vengeance, de ton point de vue, qu'est-ce que vous avez cherché à transmettre à ce moment-là au lecteur? Un récit de survie, un manifeste, une méthode pour tenir? Oula, longue question. Vous avez 2 heures. Hein. Non, déjà, c'est sûr, c'était pas raconter les attentats. Ça, très très vite, on l'a dégagé, entre guillemets, de nos esprits, mais aussi avec la maison d'édition, hein, Michel Lafon. Il y avait été tout raconté sur les attentats. Netflix en avait fait une série. Bon, on pense ce qu'on en veut, mais en tout cas, elle l'avait fait. Et nous, ce qu'on voulait raconter, c'était l'après. Et moi, ce qui m'intéressait en tant que journaliste, là, pour le coup, à ce moment-là, c'était vraiment de raconter l'après et de suivre Bruno jusqu'au procès et ce jour-là où il allait justement témoigner devant Salah Abdeslam. Et les autres évidemment, mais bon, tout est centré sur cette personne-là, la seule personne qui était là ce jour-là, et tous ces gens qui allaient témoigner avec leur force et leur émotion devant ce monstre. Donc le livre, ça a été surtout ça a été raconter l'après, très compliqué, pour Bruno, mais pour tous les autres. Raconter aussi ce qu'est une victime par ricochet. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des victimes, évidemment, Bruno en fait partie, mais Nathalie, donc sa compagne, est une victime par ricochet. En fait, en soi, on est tous des victimes par ricochet, parce que dans votre enquête, on le voit bien, il y a des gens qui ont changé leur mode de fonctionnement depuis le 13 novembre. Donc imaginez une personne qui a été... Bruno ne prend pas le métro comme tout le monde. Même moi, je ne vais pas vous mentir, depuis l'écriture du livre et depuis avoir mis mon nez un peu dans tout ça avec le procès, c'est vrai que j'ai toujours une pensée dans les salles de spectacle. On est souvent, avec mon épouse, en bord de rangée. Alors, c'est peut-être qu'au fond, il y a peut-être une sorte de... Donc oui, je pense qu'on n'en sort jamais indemne. Et ce qu'on voulait raconter avec ce livre, c'était ça. C'est que même si on n'en sort pas indemne, le chemin est long, très 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 long, mais qu'on peut s'en sortir. Mais bon, ça c'est pareil. Quand Guillaume, je me rappellerai toujours, c'était le 19 novembre 2017, quand il décide de mettre fin à ses jours. En fait, on est là pour le coup, on est tous en sidération, mais c'est-à-dire qu'en gros, on se dit oui, nous, Moldus, nous, personnes qui avons été de près ou de loin proches des attentats, mais qui ne les avons pas vécus, on s'aperçoit à quel point vivre avec, quand on a fait partie de ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et preuve en est, il y a Guillaume qui a mis fin à ses jours. Alors même si j'aime pas cette formule, c'est quand même une transition qui va être assez efficace avec vous, Sandra Ouabian. Vous êtes donc directrice générale du CREDOC et surtout, vous êtes co-responsable, en tout cas vous avez largement contribué à un programme qui s'appelle Programme 13 novembre. Vous avez été en contact avec des rescapés, avec des familles. Vous avez également beaucoup observé la société. C'est un programme qui rassemble des chercheurs, des psychologues, des sociologues, des témoins autour de la question comment la société française a finalement transformé ce traumatisme en mémoire partagée. Mais peut-être en un ou deux mots, pour commencer, quelle est la nature et l'ampleur qui est très impressionnante de Programme 13 novembre ? Oui, bonjour et merci pour votre invitation. Donc effectivement, c'est un programme de recherche qui est inédit par son ampleur au niveau international. Parce qu'il y a des études qui sont faites sur des personnes qui ont été directement victimes ou témoins avec des IRM du cerveau pour voir comment évolue le trauma et en comparaison avec des personnes qui n'ont pas été exposées à ce traumatisme. Il y a des études qualitatives, vous en parliez, mais à une échelle, moi que je n'avais jamais vue en 30 ans de carrière, où on a 1000 personnes qui ont été interrogées et filmées à 3 reprises dans le temps, donc à la fois des victimes directes, des rescapés, des témoins, des professionnels aussi, des infirmiers, des policiers, etc., des témoins, des habitants du quartier, et puis des gens qui n'avaient pas de lien direct avec les attentats, pour comprendre comment la mémoire se déroulait.
Au Crédoc, on a fait une grande enquête à 8 reprises pour mesurer à la fois, donc en population générale, sur un échantillon de Français de 3000 personnes, à chaque fois des nouvelles personnes, hein, on n'a pas suivi dans le temps les mêmes, à la fois la mémoire des événements, de quoi on se rappelle, également ce que vous avez décrit, c'est-à-dire la mémoire du moment où on apprend l'événement, ça s'appelle la mémoire flash, et en fait la première fois où ça a été conceptualisé, c'est pour la mort de Kennedy, donc les gens à cette époque-là savaient où ils étaient. On l'a revécu tous, vous en avez parlé au moment du 11 septembre. Et de fait, pour le 13 novembre, cette mémoire flash, elle est très importante. Et puis, il y a des programmes sur la transmission intergénérationnelle, des programmes de neuroscientifiques. Enfin, c'est un programme qui mobilise des centaines de chercheurs. Il y a déjà eu une trentaine de thèses. Voilà, donc un programme vraiment très, très ambitieux. Et l'idée, c'est évidemment de travailler sur le 13 novembre, mais c'est aussi finalement d'apporter un regard sur le traumatisme et aussi des conclusions qui peuvent servir la société dans son ensemble, puisque malheureusement, ces événements terroristes, ils se répètent, qu'il y a aussi d'autres événements traumatiques, des événements climatiques, des guerres, etc. Et donc, c'est partir sur un point très précis, un événement très précis, et évidemment le travailler dans sa singularité, mais aussi voir aussi plus loin ce qu'on peut en tirer sur la société française. On voit, moi je suis d'une génération, je me souviens de la rue des Rosiers, je me souviens de la rue de Rennes, et que finalement, souvent on rattache un drame de cette nature à un lieu. Et de quelle façon ça influence la mémoire qu'on peut en avoir. On l'a vu dans l'enquête de Frédéric, à quel point... là, par exemple, moi j'étais au Stade de France le 13 novembre. Je n'y serais pas allé ce soir, par exemple. Je ne vais jamais au Stade de France au mois de novembre. J'aime pas le mois de novembre aussi, tu vois, Bruno. Mais du coup, est-ce qu'on peut appeler ça une mémoire spatiale, la mémoire du lieu qui aussi influence beaucoup la mémoire soit individuelle, soit collective qu'on peut avoir d'un drame? Alors, ce qu'on observe en fait dans le temps, c'est qu'il y a un phénomène qu'on a appelé la condensation mémorielle, c'est-à-dire que le 13 novembre, et à l'intérieur le Bataclan, est devenu la figure emblématique de l'entrée dans un monde soumis à la menace terroriste, pour un certain nombre de raisons, avec des conséquences à la fois du côté des victimes oubliées, que ce soit les personnes qui étaient en terrasse ou qui étaient au stade Saint-Denis, mais également d'autres attentats, des attentats de Nice, etc., qui en fait ont moins marqué la population française. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été touchés, hein, mais le 13 novembre, ça a vraiment constitué une forme d'avant-après, une forme de prise de conscience que le terrorisme pouvait toucher tout le monde. Alors qu'auparavant, les autres actes terroristes qui avaient pu avoir lieu dans un horizon de temps relativement proche, par exemple la tuerie de Toulouse, en fait, elle avait été cadrée politiquement comme l'acte d'un fou dangereux, d'un déséquilibré, et puis elle touchait une communauté dont malheureusement on est un peu habitué à ce qu'elle soit touchée régulièrement, la communauté juive, et du coup, la population ne s'est pas vraiment identifiée à l'événement. Et pareil pour les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Il y a eu beaucoup d'émotions dans la société française, il y a eu des manifestations, des politiques qui sont venus du monde entier, mais là aussi, la population a eu le sentiment que c'était des cibles qui étaient touchées dans leurs fonctions, comme les journalistes, ou des personnes de confession juive, ou des policiers, et donc d'une certaine manière étaient un peu en distance en se disant c'était quand même des gens un peu différents, alors que là, pour le 13 novembre, tout le monde s'est senti, en fait, s'est identifié en se disant ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mes enfants. Donc ça a vraiment marqué. Et puis il y a aussi eu un impact de l'action institutionnelle, puisqu'on parle de mémoire collective. La mémoire collective, c'est pas juste la somme des mémoires individuelles, c'est aussi qu'est-ce que met en place la société. Et là, il y a eu une déclaration de l'état d'urgence. Donc c'était quand même un fait très marquant, avec des mesures de sécurité partout, avec une prise de parole du président de la République. Donc on voyait bien que le mot de guerre, qui était omniprésent aussi dans l'espace médiatique. Donc tout ça a fait que la mémoire s'est concentrée en fait sur le 13 novembre et sur le Bataclan. Et le Bataclan, évidemment, a aussi marqué par le nombre de morts, la durée, le fait que les gens étaient aussi beaucoup derrière leur poste de télévision. Comme il y avait le match France-Allemagne, beaucoup de personnes ont appris les événements en direct, donc ça a aussi participé de cette mémoire collective.
Frédéric le remarque sans doute dans les enquêtes qu'il publie fréquemment, c'est-à-dire que les dynamiques émotionnelles sont une espèce de moteur, de carburant de plus en plus important dans la façon dont une société évolue, peut vivre. On a vu remonter la peur, notamment dans le hors Paris. Qu'est-ce que vous, dans les études un petit peu longitudinales que vous avez pu mener, dans l'évolution des dynamiques émotionnelles, qu'est-ce que vous avez observé de votre côté ? Alors d'abord, il faut dire que notre société globalement est de plus en plus émotionnelle. Là, nous, on est en train de terminer un travail au Crédoc. On a mesuré la présence des émotions dans les discours, dans les chaînes d'information continue. Elles ont augmenté de 10% en l'espace de 10 ans. Et la colère, elle a augmenté de 37% dans les discours médiatiques. Donc, évidemment, on ne sait jamais si les médias retranscrivent ce que les gens vivent et est-ce qu'on est finalement tous plus pris par l'émotion ou pas. Mais en tout cas, on est dans une société qui porte plus de place à l'émotion. Alors, on peut trouver ça critiquable en se disant, parce qu'on est le pays de Descartes, on est le pays de la rationalité, donc pendant longtemps, l'émotion, c'était considéré comme quelque chose qu'il fallait un peu réfréner. Aujourd'hui, on a un regard un peu différent en se disant que l'émotion, c'est une sorte de résumé aussi de finalement ce qu'on pense. Et, donc, le fait qu'aujourd'hui, on voit que la colère est un petit peu diminuée, d'abord, on peut le lire de deux façons. Elle a un petit peu diminué, mais elle reste quand même très importante. Et puis, on peut aussi considérer que finalement, la société est en train d'avancer sur son processus de deuil. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des étapes dans le deuil et la colère en fait partie. Mais est-ce que ce deuil est possible si on a une succession de crises qui n'arrêtent pas de s'accumuler les unes aux autres ? Alors, je pense qu'une des difficultés de notre pays, c'est justement de tout prendre sous un angle de crise. C'est-à-dire de considérer que finalement chaque événement est imprévisible et qu'on va devoir tous être solidaires à ce moment-là. Donc c'est ce qui se passe, hein, ça fonctionne. Ça a fonctionné pendant le Covid aussi. Hein. Les gens ont été très obéissants, ils ont suivi les règles, etc. Pendant les attentats du 13 novembre, on a vu beaucoup d'actes de solidarité, à la fois entre les victimes, mais aussi des professionnels qui sont arrivés tout de suite sur place pour essayer d'accompagner des trésors d'ingéniosité par rapport aux victimes, avec des brancards qui ont été fabriqués avec juste les barrières, etc. Mais ça, c'est à la fois comment dire, inspirant et positif que la société fasse corps face à la menace. Mais on a aussi besoin d'organiser en fait cette prise en charge. Je vais vous donner un exemple. Dans le cadre des attentats du 13 novembre, les pompiers ont été obligés d'avoir un suivi psychologique. Alors que dans le corps des policiers, c'était pas obligatoire. En fait, ils pouvaient y aller s'ils le souhaitaient. Eh bien, en fait, par une culture aussi professionnelle, du fait que quand on est policier, on doit être habitué à voir des choses difficiles, à les prendre en charge, etc. Beaucoup n'ont pas été, et donc avec des conséquences plus importantes, puisque, comme vous l'avez dit, le suivi est assez important dans le chemin pour aller un peu mieux. Et ça, c'est des choses qu'on peut penser collectivement, c'est-à-dire savoir que face à une crise, eh bien, il y a besoin de suivi psychologique des victimes, mais il y a aussi besoin de suivi psychologique des familles, également de tous les professionnels, des infirmiers, parce que c'est des gens qui reçoivent aussi finalement cet événement, et même s'ils font tout ce qu'ils peuvent pour le recevoir de la meilleure façon possible, eh bien, il y a besoin d'un suivi dans le temps. Bruno disait non, la société ne fait pas assez, enfin, quand on dit la société au sens large, l'État, les pouvoirs publics, quel est votre point de vue ? Est-ce qu'on a suffisamment pris la dimension de tous les moyens, de tous les outils de réparation qu'il serait encore nécessaire de mettre en œuvre ? Alors, je ne suis pas là pour dire ce qui est le bien ou le mal, mais dans une société, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même eu une importance qui a été donnée à cet événement. On peut prendre l'exemple du procès, qui a quand même été un procès inédit par sa taille, le fait qu'il soit filmé. Il y a eu 3000 victimes, 300 avocats, ça a duré 10 mois. Il y a beaucoup de gens, il y a 40% des Français qui ont suivi le procès, donc c'est quand même beaucoup, et 20% qui ne l'ont pas suivi parce qu'en fait, ils n'étaient pas en capacité d'absorber finalement le choc. Donc une grande partie de la société française l'a quand même suivi. Et ça, c'est quand même une marque de prise en compte de cet événement.
et de prise en compte collective, c'est-à-dire pas seulement dans la commémoration, même si bien sûr c'est important, mais aussi dans une forme de justice. Alors c'est toujours difficile d'arriver à la justice, mais en tout cas c'est un élément qui est important aussi pour pouvoir avancer, pour qu'une société puisse avancer. Une dernière question avant de passer la parole à Renaud, Sandra. Lundi, sur le site de la Fondation, on va notamment publier un papier qui s'appelle « Qu'ont-ils gardé de leurs 20 ans ?» Frédéric montrait à un moment donné, pointait du doigt certains chiffres des 25-34 ans, c'est-à-dire de jeunes adultes aujourd'hui qui avaient 20 ans, plus ou moins 20 ans en 2015, qui 5 ans après se sont pris un autre choc, je n'ai pas dit le mot crise, un autre choc qui était le choc de la pandémie, du confinement. Et j'ai l'impression que cette génération-là est une génération impensée, qui n'est pas dans nos radars, qui n'est pas dans nos regards et qui est une espèce d'impensé de la politique publique, à qui on parle de pivot d'âge de retraite, alors que c'est peut-être pas ses préoccupations. Quel diagnostic on peut porter? Est-ce que vous avez observé des choses par rapport à cette génération qui avait 20 ans en novembre 2015? Alors c'est une génération effectivement qui est soumise à beaucoup de difficultés. Et d'ailleurs, il y a des taux assez préoccupants de personnes en situation de dépression qui perdurent après le Covid, et notamment chez les jeunes femmes, des scarifications, des passages à l'hôpital, etc. Donc c'est évidemment pas que les attentats, hein, mais ça a participé. Et dans les évolutions, il y a le fait que, par exemple, les jeunes sont finalement pas ceux qui sont les plus choqués des mesures sécuritaires. C'est davantage les 68ards, si je puis dire, ceux qui ont grandi avec l'idée de liberté, qui disent que notre société est devenue très sécuritaire. Finalement, les jeunes, eux, ouvrir leur sac devant une salle de spectacle, ils y sont complètement habitués. Mais pour avoir une petite note quand même positive, c'est aussi ceux qui disent le plus que ces événements, ils ont créé de la cohésion sociale. Alors cohésion sociale contre, hein, mais quand même de l'unité, et aussi qu'ils ont créé de l'engagement. Et de fait, on mène nous des travaux depuis une dizaine d'années pour le ministère de la Jeunesse, on voit progresser l'engagement des jeunes. Donc on a une forme de colère, on a une difficulté par rapport à des multicrises, hein, dont la crise climatique, mais on a aussi quand même une puissance d'agir qu'on peut aussi saluer. Renaud, tu es l'un des fondateurs de la Bellevilloise, qui est un lieu très emblématique, historique de Paris, pour ceux qui connaissent cet endroit assez passionnant. Tu es également éditeur de ce qu'on appelle des lieux culturels pour Culte Place. Donc tu es vraiment un professionnel, un acteur des lieux de fête, des lieux de convivialité, des lieux culturels. Qu'est-ce qu'il reste dans la mémoire de ces acteurs-là, de vous, acteurs de ces lieux, de cet épisode du 13 novembre 2015 ? C'est sans doute logique d'en venir à la vie aujourd'hui avec nos établissements. C'est pas simple après ces témoignages importants qui m'aident à répondre à cette question, parce que ce qui reste pour nous dirigeants, et mon associé Fabrice Martinez est là d'ailleurs, c'est un souvenir très intact de ce qui s'est passé ce soir-là. C'est effectivement quelque chose qui n'est pas dire que c'est présent évidemment, mais je sais qu'on fait tous la part des choses avec la même force que le vécu d'autres personnes, mais en tout cas c'est extrêmement prégnant, extrêmement présent, et avec parfois cette gêne de se rendre compte aussi qu'il y a une indifférence de beaucoup, malgré tout. Alors je suis peut-être un petit peu sévère en employant le mot indifférence, parce que votre ou notre enquête collective, puisqu'on est heureux de contribuer à tout cela, montre qu'il y a quand même une attention à cela. Mais voilà, ça m'a beaucoup interrogé de me dire, mais finalement, est-ce qu'il y a un oubli, on s'habitue, voilà, et c'est un peu dur, presque un peu ingrat, ou est-ce qu'au contraire, c'est ça la résilience finalement, c'est pas cette habitude, c'est cette vie qui a toujours raison d'une certaine façon. Est-ce que c'est aussi la dilution, l'accumulation dans d'autres faits graves, et y compris à une autre échelle que simplement celle des attentats, quand on voit comment les guerres et la violence existent dans le monde? Est-ce que c'est aussi le cumul avec cette habitude pour les plus jeunes qui sont nés avec ce qui, pour certaines générations, relève de pratiques sécuritaires nouvelles dans un aéroport pour voyager? Moi, ça me semble être une folie de complexité, alors qu'en fait, c'est une norme pour beaucoup.
Voilà, donc ce qu'il en reste, en tout cas, c'est peut-être le devoir pour nous, responsables d'établissement, de contribuer à cette mémoire régulièrement, parce que c'est probablement quelque chose de nécessaire et de normal, finalement, dans nos rôles, médias, établissements, passeurs divers et variés, de rappeler ce qui s'est passé, comme on le vit finalement pour tout drame, par recherche de compréhension, par alerte et éducation, par tentation, aussi modeste soit-elle, que les choses ne puissent pas se renouveler en allant dans le détail de comprendre pourquoi, d'où viennent ces gens, d'où procède cette violence, par considération des victimes aussi. Donc je pense qu'on a une responsabilité par rapport à cela. On en parlait quand on s'est eu au téléphone cette semaine, on parlait de la peur de sortir. On sait que des sociologues parlent d'une génération chambre à coucher. Alors parfois on a tendance un petit peu à simplifier les propos, mais avec tous les chocs, avec le Covid, le confinement, la tentation peut-être de rester un peu plus sédentaire, un peu plus à domicile. Comment toi et tes équipes, vous professionnels en règle générale, vous faites pour réaccueillir le public, pour redonner de la confiance, pour redonner du désir finalement d'aller fréquenter des lieux collectifs? Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. Si on prend la référence à ce qui nous réunit ce soir, les attentats du 13 novembre, il faut avoir l'honnêteté de dire que ça s'est fait plus vite que nous l'imaginions. Mais de la même façon qu'après le Covid, ça s'est fait très vite, finalement. Et bizarrement, alors qu'on se dit l'insouciance n'est plus possible, avec une certaine insouciance qui est revenue. Donc on se dit à ce moment-là, est-ce que c'est la population qui finalement a cette... Est-ce que c'est une résilience? Est-ce que c'est un manque peut-être de conscience, de considération? Est-ce que c'est un réflexe de survie? Ou peut-être est-ce que nous autres, dans nos activités relevant de la convivialité, du festif, de la culture, de l'art qui interroge aussi, qui apporte peut-être des réponses, finalement nous sommes les outils et les supports, les fameux non essentiels de la période Covid ne sont peut-être pas si non essentiels que cela, quand on voit comment ça contribue à fédérer, à réunir, à répondre à une aspiration qui est spontanée. Donc en fait, le message, c'était plus rien ne pourra être comme avant, après les attentats. Pareil pour le Covid. C'est évidemment valable pour beaucoup. Et voilà, dans les personnes présentes ce soir, les situations sont très différentes. Mais pour une grande part de la population, eh bien si, il a fallu recommencer comme avant. Peut-être pas avec la même émotion, le même souvenir, la même difficulté. Bien sûr que quand on rentre dans le détail, je le vois à travers des personnes dans nos tranches, allez, on va dire 30-50 ans, pour prendre un âge, je me rajeunis un peu, qui m'est assez proche. C'est assez clivé. Il y a ceux qui disent finalement tout a repris, et d'autres pour qui effectivement la peur, la difficulté de prendre un transport, etc. est présente, mais ça reste une minorité. Aujourd'hui, contrairement à une sorte de message ambiant que colportent certains médias, quand on regarde statistiquement les chiffres de nos établissements sur les secteurs du concert, de la fête, alors beaucoup de l'univers convivial et festif. Pas ce qui est plus recueilli comme ici, mais sur ces autres activités, la fréquentation, la vitalité parisienne est extrêmement forte, extrêmement dense. C'est vrai qu'on le voit dans les chiffres de Frédéric quand il dit que Paris, finalement, la dimension festive, finalement, elle est, le fait qu'elle soit moins festive qu'elle ne l'était avant est finalement assez minoritaire dans l'opinion des Parisiens. En fait, si on rentre un peu dans... Bon, on a plusieurs établissements. Avec Fabrice, il y a la Rotonde Stalingrad, la Petite Halle de la Villette, Doc B, etc. Donc ça donne un panorama. Poinçon dans le 14e, qui est beaucoup plus orienté sur la restauration. On a donc différents modèles. Et sur le besoin de se retrouver et d'être ensemble, on arrive à fédérer. Alors après, à l'intérieur de ça, on a des nuances et plutôt des inquiétudes sur les 5 à 10 années à venir. Pour les générations les plus jeunes actuellement, qui sont dans on commande tout chez soi. C'est ce qu'a La fête est finie de Jérémy Pelletier il y a quelque temps. C'était un point d'interrogation d'ailleurs le titre du livre. Voilà. On a raison, je pense, de s'interroger grandement sur cela, et évidemment pas seulement pour nos métiers, mais aussi pour ce que tout signifie, ce que signifient ces moments de convivialité, etc. Mais en gros, sur le festif, quand même, les publics se déplacent, gardent une sorte d'essentiel là-dessus, alors que sur le fait d'aller au concert, cinéma, etc., c'est le même phénomène que faire livrer de la nourriture chez soi. D'ailleurs, dans nos établissements, nous, on a supprimé tout ce qui pouvait être collaboration avec des livreurs à domicile, puisque ce que nous proposons, c'est de se retrouver quelque part. C'est effectivement
tant que faire se peut, avec légèreté, avec humilité, mais une forme d'antidote au repli sur soi, parce qu'effectivement, les études, vous l'avez confirmé, le ressenti de bon sens fait qu'on se dit qu'on ne s'épanouit pas, on ne s'émancipe pas dans la solitude. Non, on ne voyage pas en regardant un documentaire de voyage, on voyage en voyageant, on ne comprend pas l'autre uniquement par la lecture, aussi importante soit-elle, uniquement par l'analyse. Je vais te proposer un dernier exercice avant qu'on passe la parole à la salle. On va enlever le point d'interrogation de Jérémy Pelletier. C'est quoi faire la fête aujourd'hui en mettant un point d'exclamation de ton point de vue, faire la fête finalement aujourd'hui? Je crois que c'est une chance de pouvoir le faire dans nos pays, dans nos villes, où on entend, je trouve, des discours trop alarmistes sur l'impossibilité qu'il y aurait à le faire. On a la chance de pouvoir le faire. On a des difficultés diverses et variées. On a une sorte de multitude de consignes, la prévention des risques est à la fois un essentiel et en même temps un frein. Enfin, c'est complexe. Mais on a la chance de pouvoir aller à la rencontre de l'autre, que ce soit celui ou celle avec qui on sort, ou de l'autre qu'on va voir sur une scène, que ce soit un DJ, que ce soit un auteur, que ce soit un nouvel explorateur des idées, de la pensée, du monde. Et donc, faire la fête, c'est ce moment, comme à chaque fois qu'on se retrouve, qu'on sort des cadres établis, et notamment du chez-soi, finalement, cette ferveur à chaque fois qu'on peut se réunir et organiser et créer un instant différent ensemble. Et c'est quelque chose de très fragile, de plein de façons. On l'a vu à travers ce qu'on vient d'évoquer là. Et je trouve très important d'être vigilant sur la façon dont aujourd'hui les peurs, vous en avez parlé, mais on dit souvent non, je n'ai pas peur. Enfin, c'est une posture souvent de dire j'ai pas peur, mais en fait, je pense que tout le monde peut rapidement avoir peur et c'est légitime d'avoir peur. Mais effectivement, il y a un certain monde politique qui joue sur ces peurs pour nous rappeler que tout cela est le fait d'un autre, et cet autre est souvent évidemment stigmatisé comme étant l'étranger, ce qui est bien plus complexe que cela, comme vous l'avez dit, dans un monde en plus où les migrations vont être de plus en plus fortes et violentes et peut-être nécessaires du fait des injustices, etc. Je pense qu'il faut effectivement faire très attention à ne pas placer l'autre comme le danger latent dont on se protège en se repliant sur soi, mais au contraire celui vers lequel il est urgent d'aller à la rencontre et vers l'échange et le dialogue pour déminer tout ce qu'on peut déminer, chacun à notre niveau. Ça peut être une des leçons utiles du 13 novembre. Frédéric, Sandra, Renaud, Anthony et Bruno sont à votre écoute, à votre disposition. Si dans la salle, c'est vrai que je ne vois pas bien, mais si vous avez des questions, il y a des micros qui vont circuler. J'avais plein de questions, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais j'en ai retiré quelques-unes pour pouvoir vous laisser un maximum de temps pour vous poser les questions. Nos invités sont à votre écoute et à votre disposition. Allez-y. Madame. Bonsoir, merci. J'ai une question pour Monsieur Poncet. Dans quelle mesure la série télé, les Vivants, est important pour vous en tant que victime, et quel drame dans le cinéma ou théâtre était pour vous le plus important? Alors, moi j'ai un vrai sujet avec cette série, je ne la regarderai pas. Je trouve bien qu'on fasse des fictions sur ce qui s'est passé, parce que de toute façon ça ne nous appartient plus, ça appartient aux gens, donc des fictions c'est normal. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ils ont été tournés à l'intérieur du Bataclan avec des fausses armes. Je crois que c'était pas une obligation, je crois plutôt qu'ils auraient dû s'éviter ça. De la même chose que moi je trouve bien que le Bataclan, ça soit devenu une salle de spectacle, mais je ne vois pas l'intérêt de faire rentrer des armes là-dedans et de rejouer, surtout qu'on nous avait dit qu'ils ne filmeraient pas à l'intérieur. Donc on est quelques survivants à être un peu choqués de ça. Donc on verra, mais moi de toutes les œuvres qui m'ont plus marqué après, c'est un film avec... c'est un film où c'est plus une histoire entre un oncle et sa nièce. Après, alors je sais plus, avec Vincent Lacoste. Amanda, c'est ça. Ce film m'a énormément marqué, il m'a même fait pleurer. Moi qui pleure rarement, malheureusement, mais je voudrais pleurer des fois plus souvent, mais des fois je pleure pas au bon moment. Et ce film m'a marqué parce qu'en fait c'était plus sur cette histoire de cette petite fille qui se retrouvait avec son oncle parce qu'elle avait perdu sa mère dans un attentat
dans un bois. Et en fait, je trouvais que cette image plus poétique... Alors, on m'a parlé aussi de Revoir Paris, qui était un film assez aussi beau là-dessus, mais moi, j'ai pas vu parce que j'essaye de me détacher de tout ça, en fait. Pendant longtemps, j'ai pas voulu... Jusqu'au procès, j'ai pas voulu savoir ce qui s'était passé à l'intérieur, en fait. J'avais juste regardé Netflix et ça me suffisait. Et je trouvais déjà c'est très violent pour moi, en plus. Mais c'est vrai que j'aime plus les choses qui sont plus romanesques et romancées que les faits bruts, parce que les faits bruts, je les connais et j'ai pas besoin de le voir en fiction. Merci. Une autre question ? J'ai pas compris le titre du film. Amanda. Madame. Oui, bonjour, c'était très très intéressant. Merci. Moi, je vais avoir des observations et des réactions, simplement. Je suis un peu étonnée que le terme vigilance, mesure de la vigilance des gens, par exemple M. Dabi, n'apparaissent pas dans les études, dans les réactions et les observations et analyses que vous avez, les 5. Ça, c'est une... Quel est le degré de vue? Est-ce que les gens ont appris à être vigilants et réactifs? Ça, c'est un. 2. Moi, je pense que les terroristes ne sont pas intervenus au Bataclan parce qu'ils sont contre la musique. Je pense qu'ils se sont dit que c'est un lieu où, quand on est dans un théâtre, qu'on écoute de la musique, on est complètement pris, on ne s'attend pas, on est le plus vulnérable et le plus facile à atteindre. Je pense que c'est surtout ça. Et je veux relier à 2 autres choses. C'est qu'il y a eu un événement récemment, avant-hier, à la Philharmonie de Paris, et il y a des gens vigilants qui ont tout de suite réagi pour circonscrire qui mettait le feu et les bloquer. Enfin, j'ai écouté avant d'arriver Elie Charabi, qui est otage et qui raconte ce qu'il a vécu. Et je lis dans les réseaux sociaux, il a écrit un livre, et j'ai vu l'entretien sur YouTube par France Inter. Eh bien, en parallèle, il y a des gens qui sont dans le déni et qui inventent un narratif différent. Voilà. C'est plus un point de vue, une remarque, un ressenti, mais largement partagé. Oui. Mais on a peut-être quelques éléments j'ai à quelques partager éléments, avec Frédéric. Un élément professionnel et un élément personnel. Un élément professionnel, effectivement, dans l'enquête qui a été faite avec la Fondation Jean Jaurès et le Théâtre Concorde, dans les sentiments, on aurait pu mettre, c'est vrai, le fait d'être aux aguets, le fait d'être vigilant, on ne l'a pas fait. Ce que je sais quand même, c'est que dans toute une série d'enquêtes de l'IFOP datant de 2015 ou 2016, j'ai en tête une enquête faite pour le Figaro après les attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray. Entre parenthèses, d'un point de vue politique, le point de bascule sur la confiance des Français à l'égard des pouvoirs publics pour lutter contre le terrorisme, c'est pas 2015, c'est 2016. 2015, que ce soit janvier ou novembre, les Français font confiance au chef de l'État, au Premier ministre, au gouvernement pour lutter contre le terrorisme, alors même que c'était une période où ils étaient assez impopulaires. À partir de 2016, où c'est Saint-Étienne-du-Rouvray, qui est un attentat qui a beaucoup marqué, parce que ça s'est passé dans un lieu improbable, une église, si je puis dire, pour improbable. La confiance est perdue, et je crois qu'il n'y a plus aucune enquête de l'IFOP, alors je n'ai pas vu pour mes confrères, où on a de nouveau une confiance majoritaire à l'égard des pouvoirs publics. Donc dans ces enquêtes-là, on avait posé des questions du genre, est-ce que vous faites plus attention que par le passé, qui reflète cette question de la vigilance, mais pourtant je suis dedans jusqu'au cou depuis presque 30 ans. Je ne crois pas au sondage pour en fait, mesurer ce type de comportement. Je crois plus à ce que vous avez fait, ce qu'on essaie de faire aussi, des enquêtes qualitatives, où on fait parler les gens collectivement ou individuellement. Alors personnellement, il se trouve que jeudi soir, j'étais à la Philharmonie,
parce que j'adore le concerto de l'Empereur et parce que je voulais aussi manifester mon admiration à l'égard du chef d'orchestre israélien que vraiment j'admire vraiment. Oui, j'avais peut-être dans un coin de ma tête une certaine vigilance. En tout cas, il y a eu quand même une véritable sidération au moment de la première manifestation intempestive, à savoir des cris et un lancer de tracts, et encore plus au moment du premier fumigène qui a été balancé à quelques mètres de l'endroit où je me trouvais. Après, oui, tout le monde était vraiment aux aguets. J'arrêtais pas de regarder partout. Voilà, donc je ne sais pas s'il y avait vraiment une vigilance intrinsèque le sort de ce spectacle, mais c'est mon point de vue personnel, pas un point de vue objectivé par une étude. Pour avoir l'habitude de fréquenter des lieux, des salles de concert, des lieux de spectacle, les lieux culturels, on n'y rentre plus, on n'y va plus comme avant 2015. Enfin, les mesures de vigilance, vous en avez largement mis en pratique. Oui, alors bien sûr, elles ont changé. Il n'y a plus cette sorte de porte qu'on pousse simplement très facilement. Je ne parle pas après de certains lieux de nuit où il y a l'idée d'une porte plus difficile d'accès, mais globalement, il y avait une tendance plutôt à l'ouverture. Mais néanmoins, sur les générations plus jeunes et qui arrivent, il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire une habitude. Finalement, ça fait partie du cheminement puisqu'on l'a partout. Donc, en réalité, je pense qu'il nous appartient dans le message, dans le discours, de dire qu'on est très accessible et que c'est pas très compliqué de venir dans nos établissements. Et c'est pas très compliqué. Voilà, c'est pas une démarche publicitaire hein, que je dis là en disant bah, venez. Mais oui, si, c'est la démarche qu'on cherche à avoir. Et c'est pas à ce point devenu si compliqué qu'on l'a dit, même si dans la foulée des attentats, mais c'est pas le sujet, mais il y a eu toute une série de mesures de discussion dans les réseaux avec les syndicats, le Centre national de la musique, comment on va faire, il va tous falloir des portiques, vérifier les gens, les faire quasiment se mettre à nu, etc. Ça a duré 1 mois, cette histoire-là. Et après, ça a été quasiment balayé. D'accord. Madame. Bonsoir et merci pour cette soirée qui est importante. Je voudrais savoir comment vous réagissez au projet de musée mémorial du terrorisme, puisque ce soir il est question de mémoire. Et la deuxième chose, je voulais savoir si ce sondage, vous l'aviez fait parce que c'était les attentats du 13 novembre, ou est-ce que c'est sur la mémoire en général et 10 ans des attentats de 2015 en général? Du côté de la Fondation Jean Jaurès, l'idée était vraiment de travailler sur la mémoire et comme à chaque fois, on veut d'abord écouter la population, les Français, pour savoir ce qui se passe. Donc ça a vraiment été organisé spécifiquement autour de ce thème du souvenir, de la mémoire, pour nourrir un petit peu, pour poser aussi un peu le cadre de nos réflexions. Sur la première partie de question, est-ce qu'il y en a un de Moi, je peux en parler Bruno sur le musée? Ouais, parce que le musée mémorial, c'est quand même c'est une idée et quelque chose qui est lancé par le président Macron. Et si vous vous souvenez bien, déjà ça a pris du temps. Il nous avait trouvé un lieu qui était extraordinaire au Mont-Valérien. Et en fait, les dernières budget Barnier, l'idée est abandonnée, scandale. Juste avant les 10 ans, ça passait pas très bien chez la plupart des gens. Donc, on nous dit, vous inquiétez pas, donc budget de Beyrouth s'est remis. Oui, on va le faire. Et là, on vient d'apprendre qu'en fait, ça ne serait pas au Mont-Valérien où ça fait très bien, parce que certainement c'est trop cher. Donc il y aura quelque chose plus petit dans Paris, mais voilà. Mais en tout cas, il y a un jardin qui a été fait pour les attentats du 13 novembre, qui est en face de la mairie, qui sera inauguré jeudi. Moi, j'y serai pas parce que je fais autre chose en même temps, mais parce que pour des raisons aussi un peu politiques. Et par rapport à ce principe, Bruno, de mémorial, quand on va à New York et qu'on va autour, moi j'ai été littéralement impressionné par cet ensemble, par le trou, et c'est aujourd'hui un élément intrinsèque de l'identité même de la ville. Donc, ouais, et en plus là c'était un mémorial de toutes les victimes de terrorisme, hein. C'était pas uniquement sur ceux du 13 novembre, c'est ça qui était très bien aussi, parce qu'en fait malheureusement les attentats depuis quelques années se multiplient, et puis même avant, hein, tu vas parler de la rue des Rosiers, la rue de Rennes, moi quand j'étais gamin il y a aussi Saint-Michel, hein. Donc voilà, il y a eu toutes ces choses-là qui ont été marquantes pour les Parisiens et les Français. Donc c'est important qu'il y ait ça. Et effectivement, là où les Américains ont fait quelque chose d'extraordinaire, parce que voir comment ils ont monté ça, c'est extraordinaire. Nous, ça sera à la française, quelque chose de beaucoup plus simple
Et moi, mais le jardin est très beau parce qu'en plus, moi je vous conseille d'aller voir le jardin. Alors, n'y allez pas cette semaine parce qu'ils ont mis des barricades devant et ça ne sera pas démonté avant la fin de la semaine. Mais le jardin est très beau parce qu'en fait, chaque bloc représente les quartiers qui ont été touchés avec une vraie typographie des quartiers. Et le soir, il y aura des LED qui symboliseront la voûte céleste qui était le 13 novembre 2015. Donc en fait, vous allez avoir quelque chose de très beau, très romantique. Et j'espère vraiment que les gens vont s'emparer du jardin, vont manger sur les pierres, même s'il y a les noms des gens qui sont morts. Je pense que c'est très beau de pouvoir manger là, comme font les Mexicains ou d'autres, en fait, de remettre de la vie et de la fête dans un lieu qui est pour la mémoire, mais qui est surtout quelque chose de vivant. Encore des questions dans la salle? Oui. Madame. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, pour rebondir sur le jardin, c'est effectivement un jardin où tout pousse et donc un lieu de mémoire et c'est pas un cimetière. Donc, je pense que c'est un très bel endroit, effectivement. Une question, parce qu'il y a un chiffre qui m'inquiète, c'est le -3 points dans votre étude sur l'item de la solidarité. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour retrouver cet élan de solidarité? Première question. Et la deuxième, c'est plus une remarque, quand même liée aussi à ce -3 points. En 2015, on a vu les policiers absolument félicités et salués. Leur rôle, c'est quand même de protéger. Qu'en est-il en 2025? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour montrer que les forces de sécurité intérieure sont là aussi, avant tout, pour nous protéger? Je vais peut-être répondre à la deuxième partie de la question et je te laisserai la première partie. Sur les forces de police, je vais peut-être vous étonner. Il y a une cote de confiance de l'opinion publique qui reste extrêmement forte, qui reste beaucoup moins clivée gauche-droite qu'on le dit. Et je le dis directement, il y a un parti politique qui joue sur la haine de la police, c'est la France insoumise avec La police tue. Et même auprès des sympathisants de gauche, cette phrase est jugée comme ne recouvrant pas une certaine réalité. En revanche, il y a une catégorie qui est plutôt d'accord ou qui est plus d'accord que la moyenne sur la phrase « la police tue » ou un discours anti-police, ce sont les jeunes. Mais là, de ce point de vue-là, rien de nouveau sous le soleil, même si maintenant il y a une convergence entre le vote insoumis. Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête chez les primo-votants en 2017 et en 2022, pas seulement sur la question de la police, loin de là, et un vrai décalage avec l'ensemble de la population. Le seul moment dans une enquête où on a vu la cote de confiance de la police baisser très très fortement, c'est une affaire que tout le monde a oubliée, qui date d'il y a 3-4 ans, c'est l'affaire Michel Zecler, un producteur dans le 19e, je crois, qui avait vraiment été tabassé de manière absolument, je n'ose pas dire dégueulasse, mais très 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 forte, et avec des caméras qui avaient filmé. Alors moi, mon sujet principal de travail, c'est justement la cohésion sociale. Et je suis d'accord avec vous, je pense qu'il y a un vrai enjeu, à la fois parce qu'il y a ces menaces qui poussent un peu au repli sur soi, parce qu'il y a le numérique qui fait aussi écran à la relation à l'autre, parce qu'on a aussi un cadrage politique qui agite beaucoup aussi l'idée du bouc émissaire. Donc il y a beaucoup de raisons qui font qu'on est dans une société qui est un peu fragile en termes de cohésion sociale, mais je pense qu'on peut la renforcer en veillant à deux choses. La première, ce sont des lieux de lien. Donc essayer d'avoir des lieux de fête, mais également des lieux où les gens peuvent se rassembler pour se parler, où les jeunes puissent aller. Donc avoir des espaces publics qui ne soient pas structurés autour de la consommation, mais qui soient structurés autour de la rencontre. Et la deuxième chose, c'est également réfléchir de manière institutionnelle à des espaces de compromis où on peut délibérer, parce qu'on est aussi dans une société où la parole va vite, le monde s'accélère, et ce n'est pas très propice à la rencontre et au compromis. Voilà. Donc je pense qu'il y a moyen de renforcer la cohésion sociale, mais c'est sûr qu'il faut un petit peu de volonté institutionnelle. Et moi, je voulais juste rajouter quelque chose, parce que madame, je suis assez d'accord avec vous, le chiffre en baisse de la solidarité, pour moi, il est symptomatique, mais absolu, de où on en est aujourd'hui. Parce que si la question de ce soir, c'était qu'est-ce qu'il reste du 13 novembre, si oui, il y a plein de chiffres, voilà, encourageants, etc. Mais moi, je trouve qu'il y a malheureusement, et c'est aussi tout ce pourquoi aussi on avait écrit le livre, c'est pour ne pas les oublier. Il n'y a ni les 130 qui sont morts ce soir-là, ni Guillaume, ni toutes les victimes par ricochet. Et je trouve qu'on n'a jamais une société aussi déchirée,
politiquement, sociétalement, alors, économiquement, n'en parlons même pas. En fait, moi, je trouve que 10 ans après en être là, c'est d'une tristesse absolue. Et parfois, je me dis qu'on devrait tous, de manière individuelle, mais aussi collective, se dire notre responsabilité, elle est de ne pas oublier ce qui s'est passé, jamais. Et on leur doit au moins ça. Au moins ça. À tous ces morts-là. On leur doit ça et on doit se dire que soyons un peu humains, que être différent, c'est pas vrai, c'est même pas un problème du tout, que la différence est une richesse, et que oui, aujourd'hui, je pense qu'il est urgent, au-delà des chiffres, au-delà de tout ce qu'on peut sortir d'enquête, c'est remettre l'humain au centre de tout. Et je pense qu'il est un peu temps de ça. Et après, avec cet anniversaire des 10 ans, je trouve que justement, oui, alors le jardin, merveilleux, le musée, merveilleux aussi, mais ce qu'il faudrait vraiment, vraiment, vraiment faire, c'est des actes politiques majeurs et que la société fasse enfin société. Et c'est vraiment pas le cas. C'est même encore moins le cas qu'en 2015. Donc, ouais. Et voilà. Je crois qu'on ne peut pas faire plus belle conclusion. J'ai pas envie de rajouter une question. Anthony, tu as tout dit. Et ben moi, il y aura un avant et un après ce soir. J'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais un peu d'appréhension, pour tout vous dire. Donc, pour plein de raisons, et on en a eu la chance d'en parler, je voudrais vraiment vous remercier beaucoup. Merci Bruno d'avoir été avec nous, parce que je pense que si tu n'avais pas été là, il nous aurait manqué grandement quelque chose, comme l'évoquait Anthony. Merci Anthony, non seulement pour ton accent toulousain. Dans 25 minutes, il y a un match qui t'attend. Merci beaucoup. Merci Renaud, merci à la Bellevilloise de nous avoir accompagnés dans cette opération avec le Théâtre de la Concorde et la Fondation Jean Jaurès. C'était important aussi d'avoir un regard sur les lieux de fête, sur les lieux de vie, et tu nous as très très bien raconté. Merci Sandra, je vous recommande absolument cet ouvrage incroyable qui vient de sortir aux éditions Flammarion. C'est un document, comme on en fait rarement, et qui est un travail dans le temps long. On parlait des chaînes info, même si vous êtes parfois sur LCI, même souvent. Mais c'est parfois le temps court, c'est la moins pire, mais que ça fait du bien aussi d'avoir des choses du temps long. C'est parfois ce qui nous manque dans le journalisme, hein, Anthony. Et merci beaucoup Frédéric de nous avoir accordé de votre temps et de vos lumières, d'avoir réalisé cette enquête pour nous qui sera largement médiatisée donc à partir de lundi. Et merci à vous, toutes générations confondues, d'avoir été parmi nous. Et nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci.